Il déboulonne les mythes et les complots. Voici le journaliste et auteur Christian Page. Christian, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Vous êtes journaliste, chroniqueur, auteur et conférencier. Depuis 40 ans, vous êtes passionné par les phénomènes étranges et inexpliqués. Votre plus récent ouvrage est paru cet automne, L'enquêteur des théories du complot. Selon vous, la mère de tous les complots est celui qui concerne l'assassinat de John F. Kennedy à Dallas en 1963. Avec les années, on a vu une communauté de conspirationnistes se dire convaincus que cet assassinat était en fait une machination. Selon vous, est-ce que Lee Harvey Oswald, qui a toujours été considéré comme le principal suspect, est bien celui qui a tiré sur JFK? Et surtout, a-t-il agi seul? Ça, c'est deux questions en une. La première question, c'est jusqu'à maintenant, il faut s'entendre, il y a eu deux commissions d'enquête sur l'assassinat de Kennedy. Une qui a été immédiatement commandée par Johnson, qui a remplacé Kennedy. Ouais. Et c'est la fameuse commission Warren qui, en 1964, a dit le tireur était Lee Harvey Oswald et il a agi seul. Dans les années 70, on a refait une commission d'enquête, cette fois-là celle du Congrès, de la Chambre des représentants, qui avait conclu également que Lee Harvey Oswald était l'assassin du président Kennedy, mais cette fois-là, on a dit il n'a peut-être pas agi seul. C'est vrai qu'à ce moment-là, on tablait sur une preuve acoustique qui a été complètement discréditée depuis. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est 50 ans après l'assassinat de Kennedy. Les faits demeurent les suivants. Lee Harvey Oswald est l'homme qui a tiré sur la limousine. Malheureusement, comme il a été abattu, lui, à son tour, 48 heures après l'assassinat du président par un certain Jack Ruby, Rubenstein de son vrai nom, on ne saura jamais s'il a agi seul. Mais il faut s'entendre que deux commissions d'enquête sont arrivées à la conclusion qu'il n'y avait pas trace d'un complot là-dedans. Après l'autopsie réalisée sur le camp de JFK, son cerveau a été placé dans un casier aux Archives nationales. 3 ans plus tard, on a découvert que le cerveau avait complètement disparu. Plusieurs personnes ont pensé que c'était une autre manœuvre pour cacher la vérité. Est-ce que c'était ça? C'est normal qu'on ait pensé ça, puisque le tir mortel a atteint Kennedy à la tête. Mais aujourd'hui, il y a des bonnes raisons de suspecter que son frère, Robert Kennedy, qui était l'attorney général à l'époque, a fait disparaître le cerveau de son frère, non pas pour dissimuler des éléments associés au complot, mais il faut savoir que John F. Kennedy souffrait de maux de dos terribles et qu'il prenait énormément de médicaments. Et son frère a voulu... Oui, il est complètement gelé. Okay. Donc, son frère a voulu faire disparaître des éléments qui auraient pu démontrer les éléments toxiques dans le sang de JFK. Et je pense que les Américains avaient une telle image nationaliste, une telle image emblématique du président Kennedy que je ne crois pas que sa dépendance aux médicaments aurait ajouté quoi que ce soit aux enquêtes, mais aurait simplement nui à son image. C'est pourquoi Robert Kennedy s'est volé littéralement le cerveau de son frère. Mais ça peut pas être aussi un complot? Oui, c'est peut-être un complot, mais l'idée, on le comprend, que cette fois-là, c'était une démarche qui était beaucoup plus familiale et personnelle que dans le but de dissimuler une information au public américain. Le complot le plus populaire, celui pour lequel il y a encore le plus grand nombre d'adhérents, c'est celui qui concerne les attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001. Les journalistes, les experts, les spécialistes, tout le monde se prononçait sur les médias sociaux et les théoriciens du complot n'ont pas mis de temps à réagir. C'était quoi leur hypothèse? L'hypothèse qui demeure encore celle qui est en vigueur chez les théoriciens du complot, c'est que les attentats du World Trade Center auraient été orchestrés par l'administration Bush. Donc, les tours auraient été détruites par ce qu'on appelle un travail à l'interne. On aurait dynamité les tours. Et tout ça dans le but de convaincre le Congrès de donner son aval pour éventuellement combattre le terrorisme et avoir une mainmise, un peu assurer l'hégémonie des Américains sur le Moyen-Orient. Bon, évidemment, quand on compare les éléments des enquêtes, parce que là encore, il y a eu plusieurs enquêtes officielles, donc l'ensemble de ces commissions d'enquête semble à peu près exclure l'hypothèse du complot. Mais évidemment, ça ne fait pas taire les théoriciens du complot qui veulent absolument y voir l'œuvre d'une arcane secrète au sein du gouvernement. Mais ça démarre où, ça, la théorie d'un complot? Qui part ça? C'est une personne des animateurs de radio? En fait, la théorie du complot, ça, c'est fascinant parce qu'on a toutes sortes d'études sociologiques. Et encore, il y a quelques jours à peine, l'Université de Harvard a publié une nouvelle étude sur les théoriciens du complot. Pourquoi est-ce qu'on croit au complot? Pourquoi on lance un complot? Parce qu'il y a en psychologie sociale ce qu'on appelle le biais de proportionnalité.
Un bien grand mot pour dire que les conséquences doivent être égales à la cause. Donc, la mort du président Kennedy a eu des conséquences énormes sur l'histoire des États-Unis. Et c'est vrai également avec la mort de Marilyn Monroe, c'est vrai avec la mort de Lady Di. OK. Et quand on regarde ça en rétrospective, on se dit que la cause semble tellement ridicule qu'un kidam au 5e étage d'un édifice abat le président, que Marilyn Monroe, ce soit elle qui a défini le star system hollywoodien, se soit suicidée dans sa maison de Bel-Air. Oui, ça ne peut pas être que ça. Que Lady Di soit morte parce que son chauffeur Yves a tenté de distancer des paparazzis, ça semble tellement invraisemblable qu'il faut que la cause soit égale à la conséquence. Donc, obligatoirement, il doit y avoir quelque chose de plus grand derrière ça. J'adore ta théorie. Ouais. C'est fascinant. Il y a eu beaucoup de conspirations autour de l'effondrement du bâtiment numéro 7 Voilà. du World Trade Center. Pourquoi? Parce que lui est tombé quelques heures après. Il est tombé quelques heures après et les images que l'on voit de cet édifice-là, l'édifice numéro 7, bon, d'abord, il abritait des bureaux qui appartenaient à l'armée de l'air américaine. La Il y avait CIA. des bureaux de la CIA, du FBI. Pour camoufler des renseignements. Le bureau des taxes. Ça, je pense que plusieurs personnes ont apprécié le fait que le bureau s'écroule. Mais le fait que ce soit écroulé plusieurs heures après et on a l'impression qu'il est à peu près intact lorsqu'on le voit s'écrouler. Il est là le problème, c'est que les images qu'on nous montrent les images de la rue. Donc, vue de la rue, cette partie-là de l'édifice, cette façade de l'édifice, elle est intacte. Et on nous dit qu'il n'a pas été frappé par les avions, c'est vrai. Mais de l'autre côté, il a été frappé par les tours du World Trade Center. Donc, quand les tours se sont écroulées, évidemment, les débris ont complètement enlevé, arraché la base de l'édifice de ce côté-là. Donc, l'édifice était devenu complètement bancal. Un feu a fait rage pendant des heures, évidemment, a affaibli le métal. Et lorsque la tour s'est écroulée, bien évidemment, vue de la rue, cette partie-là de l'édifice, cette façade de l'édifice, nous semblait intacte. Et évidemment, on s'est questionné, mais comment un édifice a priori intact a-t-il pu s'écrouler de cette manière-là? Mais on ne voyait pas l'autre côté, l'autre façade. Et des photographies prises par la police de New York montrent que l'édifice était sérieusement endommagé. Endommagé. Donc, Absolument. pas de complot là-dedans. Non. Dans votre livre, il est question des chemtrails, ces traînées blanches laissées dans le ciel par les gros avions. Il y a une théorie du complot les concernant. C'est Ouais, quoi? depuis une vingtaine... Ça, c'est vrai, là. Ah ouais, ça, c'est vrai. Donc, depuis, non, écoutez, depuis une wow, vingtaine wow. d'années, les théoriciens du complot accusent les gouvernements, et principalement celui des États-Unis, de s'être engagés dans une sorte de programme de vaporisation, d'épandage clandestin, où des avions qui auraient l'aspect d'avions commerciaux, comme des gros porteurs, auraient été maquillés pour éventuellement laisser échapper dans l'air des gaz neurotoxiques, chimiques, peu importe, parce que on connaît les traînées de condensation, les contrails, hein, c'est un mot valise. Donc, les chemtrails, c'est des épandages chimiques, des traînées chimiques, des chemtrails. Et tout ça pour rendre les populations malades, pour contrôler les climats et tout le reste. Le problème avec les théoriciens du complot, souvent, ils ont un manque de connaissances scientifiques et ils espèrent que les lecteurs ou les gens qui les suivent auront les mêmes lacunes. Parce que épandre des gaz comme ça à 35 000 pieds d'altitude, il y a bien peu de chances que ces gaz-là se rendent sur le sol. M. Garneau-Ry est au courant, je suis sûr, moi. Oui, c'est sûr. Il fait partie du complot. Bien, j'avais une question. En fait, dans ma carrière précédente, j'étais dans un domaine où il y avait, il me semblait, des complots. Une théorie de complot. Il y en avait une sur la question de l'atterrissage sur la Lune. Oui. C'était-tu fait dans un studio plutôt que c'était-tu vrai? Et l'autre, j'aimerais savoir votre opinion, et on me demande souvent, est-ce que vous avez vu des ovnis? Alors, je donne ma réponse, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez des ovnis. Bon, dans le cas des ovnis, ça, c'est assez amusant parce que, bon, il y a comme les ovnis dans l'espace et les ovnis observés sur Terre. Donc, Ouais. les ovnis dans l'espace, souvent prises par des caméras sur d'abord, dans les années 70, les missions Apollo, et ensuite, depuis les stations orbitales. Toutes les fois où on a filmé de soi-disant ovnis, on a démontré assez clairement, la NASA a été assez explicite là-dessus, qu'il s'agissait ou bien d'objets échappés depuis la station orbitale, ou bien des objets laissés échapper dans l'espace, ou des cristaux de glace. Et comme nous ne sommes pas des spécialistes de l'image et de l'optique, et comme on n'a pas de référence dans l'espace, bien, un objet qui scintille dans l'espace, est-il loin de la station? Est-il près de la caméra? Donc, il y a une espèce de confusion. Mais je pense que des réponses ont été apportées là-dessus. Et jusqu'à maintenant, il n'y en a pas une qui a résisté à une analyse critique.
Quant aux ovnis sur Terre, Oui. là, on est dans un autre domaine, c'est-à-dire que les autorités américaines, et ça, c'est important parce que les ufologues disent toujours l'armée nie l'existence des ovnis, ce qui n'est pas le cas. L'armée de l'air américaine a officiellement reconnu qu'elle avait entre 5 et 10 des observations pour lesquelles elle n'avait pas d'explication. Le problème, c'est qu'on sait maintenant, avec l'information, la liberté d'accès à l'information, qu'un très grand nombre de ces ovnis dans les années 60 étaient en fait des avions espions. Donc, les autorités américaines préféraient laisser croire aux gens qu'on était visité par des petits hommes verts plutôt que de reconnaître qu'on avait des avions comme le SR-71 Blackbird ou l'avion U-2. Parce que les gens appelaient et disaient « Ah, j'ai vu un objet lumineux dans le ciel qui volait plus vite qu'un avion, plus haut qu'un avion. Était-ce Superman? » Pas du tout. C'était un avion espion. Il faut se rappeler que l'avion U-2 a été fabriqué en 1952 et les Américains l'ont découvert en 1960 lorsque Francis Gary Powell a été abattu au-dessus de l'Union soviétique. Donc, l'avion était déjà fonctionnel depuis 8 ans. Donc, c'est des projets comme ça, ultra top secrets, qu'on a essayé de dissimuler aux gens. Et dans bien des cas, les ovnis rapportés par des gens étaient des avions secrets. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que les ovnis existent? Je partage la même opinion que M. Page, mais quand les gens qui croient aux ovnis me demandent la question, quand j'essaie de donner une réponse qui était très bonne, les gens disent « Tu es en train de cacher quelque chose. Ben oui, vous faites partie du complot. » Je fais partie du C'est ce que j'ai l'impression Exactement. aussi. Bien, Christian, le 21 juillet 1969, on a marché sur la Lune. Oui. Presque 50 ans plus tard, il y a 6 de la population nord-américaine qui croit encore qu'il s'agit d'un complot. 6 là, c'est 20 millions de personnes. Là. Exact. D'où vient cette remise en question? En fait, il y a deux éléments qui ont contribué. Bon, immédiatement après le débarquement de l'homme sur la Lune, il y a des gens qui ont émis l'hypothèse que ça pouvait être tourné dans un studio à Hollywood. Et ensuite, en 1975, un premier auteur écrit un ouvrage, « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, une fraude à 30 milliards de dollars ». Et l'année suivante, et c'est peut-être le coup de grâce, en 1977, on produit un film pour le cinéma qui s'appelle Capricorne 1. Et dans le film Capricorne 1, c'est l'histoire d'une mission vers Mars. Et à la dernière minute, on retire les astronautes du vaisseau pour les faire marcher dans un studio pour faire croire qu'on est allé sur Mars. Donc, tout ça a pavé la voie à cette théorie du complot. Nous ne sommes pas allés sur la Lune. Mais encore une fois, les théoriciens du complot vont profiter soit du manque de connaissance des gens et d'une mauvaise connaissance de l'optique pour sortir des éléments, en fait, qui sont, somme toute, facilement explicables, mais qui justifient cette théorie du complot. Comme par exemple le drapeau qui flottait. Le drapeau alors qui que- flotte alors qu'il y a une tige métallique qui le tient en place. Et dans les dernières missions, Apollo 15, 16 et 17, on avait placé des fibres d'aluminium dans le drapeau pour qu'il y ait de l'air fripé. Fait que c'est ce qui paraissait encore davantage qu'ajouter à l'élément du drapeau qui flotte. Pourquoi n'y a-t-il pas d'étoiles sur les photos lunaires? Parce que les appareils, il faut se rappeler que les astronautes ont des gants qui sont faits de plusieurs couches de Kevlar. On avait déjà placer des appareils photo, des appareils Hasselblad, pour qu'ils soient conçus en fonction de la lumière lunaire pour prendre en photo l'autre astronaute qui marchait. Pour pouvoir prendre des photographies des étoiles, il aurait fallu surexposer l'image et l'astronaute aurait été une grosse tache blanche sur la photo et on aurait vu les étoiles. Mais c'était pas ça qui était le but souhaité. C'était de voir les astronautes en mission sur la Lune et d'avoir des photographies qui soient exploitables. Et malgré le fait qu'ils ont laissé des Jeeps là, qu'il y a eu plusieurs autres missions qui sont allées sur la Lune. Donc, ça s'est répété, là. Ça, c'est tout à fait extraordinaire parce que il y a quelques années, lorsque les gens me demandaient est-ce qu'on peut prouver qu'on est allé sur la Lune, en dehors des preuves qu'on avait, les roches lunaires ramenées, tout ça, on n'avait pas moyen de dire on peut voir sur la Lune. Avec un télescope, on ne pouvait pas voir les sites d'atterrissage. Mais depuis une dizaine d'années, la Lune a été entièrement refotographiée par des sondes indiennes, britanniques, françaises, américaines. Et sur certaines de ces photos, dont la qualité de l'image est 100 fois supérieure à ce qui était embarqué sur l'émission Apollo, on peut voir les sites d'atterrissage. Et sur ces photographies, on voit le premier étage du LEM lunaire, on voit la petite Jeep utilisée dans l'émission Apollo 16 et 17, on voit même les empreintes laissées par les astronautes et les appareils qui ont été laissés sur la Lune. Donc, on a des images des sites d'atterrissage et bien sûr, les théoriciens du complot vont dire non, tout ça est encore une fois truqué, sans tenir compte que certaines de ces photos ont été prises par des sondes qui n'étaient pas des sondes de la NASA. Il faudrait donc imaginer un complot dans lequel seraient impliqués tous les pays du monde, toutes les agences spatiales au monde et bien sûr tous les techniciens et ingénieurs qui travaillent à ces projets-là. L'élection de Donald Trump, c'est pas vrai, c'est un complot. Mais ça, on se questionne. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on a parlé tantôt des Il y en a une chemtrails. théorie quand même. Oui, on a parlé des chemtrails et l'Université Harvard, dans sa dernière étude, dit pourquoi les théories du complot sont-elles soudainement davantage appréciées par le public?
Mais quand on a un président qui dit lui-même que les médias mainstream, officiels, font de la fausse nouvelle et que le réchauffement de la planète, pourtant décrié partout à travers le monde, est un complot ourdi par les Chinois, on comprend que les gens aiment ça, les théories du complot, parce que c'est une histoire dans l'histoire. Tombe 2. Tiens, Oui, Joël. pour de vrai? Oui. OK, merci. Mais là, Monsieur le ministre, là, êtes-vous vraiment allé dans l'espace? La Terre est-elle ronde? Oui, j'ai eu le plaisir de le faire 3 fois. Et puis, c'était une expérience extraordinaire de voir la Terre d'en haut. Et puis, elle est ronde. Elle est ronde. Elle est bien ronde. Et puis, c'est un privilège. Qui sont les Illuminati? Les Illuminati. Ça aussi, c'est une histoire tout à fait invraisemblable. Le monde serait gouverné par les héritiers de 13 puissantes Rothschild. familles, exact, donc les riches, les familles les plus riches du monde. Et ces gens-là, bien sûr, agiraient de manière à contrôler la politique, l'économie mondiale, comme d'autres s'amusent à Oui, mais jouer ça, aux je échecs. crois ça, moi, un peu, Ouais. quand même. Ouais, donc, il y a un des 13. Voilà. Il y a un des 13. Puis c'est un reptilien aussi. C'est un reptilien. Oui, on va en parler après des Parce reptiliens. que, qu'est-ce qui est amusant avec les Illuminati, c'est que quand on regarde les gens les mieux nantis du monde, ces gens-là, à partir d'un moment où l'argent n'est plus une préoccupation, ces gens-là épousent d'autres causes. On pense, par exemple, à Bill Gates qui veut donner de l'eau à l'Afrique. Elon Musk souhaite envoyer des hommes sur Mars. Milner souhaite communiquer avec les extraterrestres. Donc, ces gens-là ont d'autres préoccupations. Donc, imaginez que des gens sont tous réunis pour avoir de l'argent. C'est une chose que nous, le petit peuple, on peut imaginer. Mais lorsqu'on est rendu dans ces sphères-là, les préoccupations sont différentes. On aurait de la misère à asseoir autour d'une table un Elon Musk et un Bill Gates pour qu'ils arrivent à s'entendre. Alors, imaginez, les 13 héritiers des plus grandes familles du monde arriveraient difficilement à s'entendre. Et je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'avoir des poignées de main secrètes pour décider de la marche du monde. Et les reptiliens? Ben, les reptiliens vont un peu dans le scénario des extraterrestres, c'est-à-dire qu'on s'est tanné un peu de la soucoupe tôt les boulons. Alors, on s'est imaginé qu'il devait y avoir quelque chose d'autre. Et depuis quelques années, le scénario que développent les amateurs d'OVNI, c'est qu'il y aurait une connivence entre les extraterrestres et le gouvernement américain, parce que c'est toujours lui qu'on doit diaboliser en premier, donc entre le gouvernement américain et les extraterrestres, qui contrôlerait un peu la marche du monde. Donc, les extraterrestres fourniraient au gouvernement américain, en particulier de la technologie, et en échange, les extraterrestres pourraient faire joujou avec des humains. Donc, on les kidnappe, on les amène dans des bases secrètes, on leur présente des sondes un peu partout, on fait des expériences. Visiblement, les extraterrestres sont pas au courant de ce qu'est l'ADN et la manipulation génétique. Il faudrait leur dire, mais ils le savent pas. Donc, ils enlèvent à satiété, comme ça, des humains pour faire des expériences sur eux. Mais là, vous nous enlevez toute notre fun. Est-ce qu'il en existe des vrais complots? Les vrais complots, ils existent au quotidien. Lorsque deux bandes rivales, par exemple, ou dans le monde interlope, ont choisi de se débarrasser d'un ennemi pour assurer l'hégémonie ou assurer le contrôle de la prostitution, de la drogue, etc., il y a forcément un complot. Mais ce ne sont pas ces complots qui intéressent les théoriciens du complot. Ce qui intéresse les théoriciens du complot, c'est le super complot. Et le super complot, c'est les chemtrails, l'homme sur la Lune, le World Trade Center. Et jusqu'à maintenant, tous ceux que moi j'ai regardés ne tiennent pas devant une analyse critique et rigoureuse. Avez-vous déjà fait l'objet de menaces ou de censure? Régulièrement. D'ailleurs, je suis souvent à la radio et il y a 2 sujets sur lesquels j'évite de me prononcer, et je l'ai fait ce soir. C'est les chemtrails et le World Trade Center. Lorsque j'évoque ces sujets en ondes à la radio, je reçois régulièrement, d'abord des courriels et des courriers orduriers, et ensuite, bien sûr, des menaces. Des gens veulent physiquement s'en prendre à moi en disant « Je fais moi-même partie du contrôle des médias. Je suis à la botte des médias pour dénoncer les complots, pour dire qu'il n'y en a pas de complot. Donc, je suis moi-même un rouage du complot. » Vous allez avoir un beau lundi matin. Oui. Ça va être agréable demain. Merci infiniment. Ça me fait